Bienvenue dans ce magazine avec une actualité très riche à vous proposer. Parmi les principaux titres, eh bien, nous ferons un retour sur le congrès de la CAF qui s'est tenu au Caire il y a quelques jours de cela. Nous parlerons aussi de la Mauritanie qui veut exister dans le foot continental. Deux grands rendez-vous pour le nouvel entraîneur Corentin Martins, c'est-à-dire le CHAN et la CAN 2017 au Gabon. Et puis le choc des titans européens, Paris Saint-Germain-Barcelone, en Ligue des Champions. Nous allons en parler dans la troisième partie de cette émission. Avec nous pour évoquer ces thèmes, Morley Sylla, ancien joueur pro de la Guinée. Morley, vous étiez défenseur, libéraux ou stoppeur? J'étais libéraux. Oui, mais vous permettez de temps en temps, parce que les arrières centraux, ils changent toujours. Hein. C'est normal, hein. Il y a des positions, deux fois, on est obligé de se compléter. Oui. Ouais. Nos éditos, Mohamed Traoré, qui a joué jusqu'à junior. Non. Non, même pas une carrière, une petite... Dans la rue, comme tout le monde. Dans la rue. Et puis, bien sûr, Noureddine Sali, qui a voulu faire une carrière à Wydad, mais ça n'a pas marché. Vous avez tout faux. Alors, Bonsoir. Bonsoir. Et puis, la question de l'FC, Issa Yatou a-t-il raison de se représenter aux prochaines élections? À la CAF, bien fait parvenir votre avis sur nos réseaux sociaux, mais aussi à fc@africa24tv.com. Première partie de l'FC, que faut-il retenir du congrès de la CAF? C'est à la une de notre magazine. La Confédération africaine de football a tenu son assemblée générale du 4 au 8 avril dernier au Caire, en Égypte. Au menu de cette rencontre, eh bien, plusieurs décisions portant sur le fonctionnement de l'institution, mais aussi l'organisation de la prochaine CAN. Que faut-il justement retenir de ce congrès? Voyons ce sujet avec la rédaction d'Africa 24 et c'est signé Christelle Daya-Baya. La 37e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football s'est tenue au Caire, en Égypte, du 4 au 8 avril dernier. Au menu de cette rencontre, des ténors de football africain, des décisions portant sur le fonctionnement de l'institution. Parmi les grands moments de ce rendez-vous, la désignation du Gabon pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2017 était également en lice pour l'organisation de cette compétition, deux autres pays, le Ghana et l'Algérie. Le choix du Gabon porté pour l'organisation de la CAN 2017, en fait, nous a un peu surpris, parce qu'on pensait que par rapport aux candidatures présentes, telles que le Ghana et l'Algérie, et par rapport aux infrastructures, par rapport aux compétences de ces pays, surtout quand on sait que le Gabon a co-organisé une CAN tout récemment, nous a un peu surpris de voir qu'il y a une concentration d'événements de la CAN au niveau de l'Afrique centrale. Donc nous, on aurait quand même peut-être aimé que le Ghana aurait été un bon organisateur, surtout qu'il y a des infrastructures déconcentrées dans ce pays-là. Autre moment fort du congrès de la CAF, l'annulation des sanctions prises par la Confédération africaine de football à l'encontre de la Fédération royale marocaine de football, conformément au verdict rendu le 2 avril par le tribunal arbitral du sport. Le Royaume du Maroc et sa fédération nationale ont été purement et simplement rétablis dans leurs droits, et heureusement que ce tribunal arbitral du sport a été mis en place et existe justement pour réparer certaines injustices, dont celle qu'a subi ce royaume du Maroc qui est encore très très solidaire de son continent dans d'autres activités, et notamment dans le sport et plus particulièrement dans son football. 13 groupes de 4 équipes chacun sont tirés au sort pour les éliminatoires de la CAN 2017. Les deux premiers matchs des éliminatoires seront disputés les 8 et 16 juin. Morley Sylla, avant de retrouver nos spécialistes, nos éditos, qu'est-ce que vous avez retenu de ce congrès? Est-ce que vous avez suivi l'affaire du Maroc ou l'affaire de la CAF contre le Maroc? Effectivement, j'ai suivi l'événement là. Je pense qu'après le désistement du Maroc, en principe, c'est le Ghana qui était sur la liste. Bon, à la dernière minute, ils ont envoyé une lettre. Il y avait l'Algérie, hein? Il y avait l'Algérie, effectivement. Bon, ils ont envoyé une lettre à le Ghanéen comme quoi il ne peut pas abriter. C'est pourquoi, finalement, il y a la Guinée équatoriale a abrité la Coupe d'Afrique passée. Bon, cette année, on a vu l'insécurité qui règne actuellement comment on appelle ça? En Algérie. Et je pense que c'est ce qui a fait que vraiment... parce que le Ghana aussi sont alliés tout récemment là pour abriter encore la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Donc je pense que le Gabon a eu cet avantage
à la dernière minute, parce que le Gabon aussi, comme on sait qu'ils sont prêts. Et puis le Ghana qui a désisté pour l'organisation de la Coupe de 2015 à la dernière minute, je pense que ça a joué à leur désavantage, quoi. Tout à fait. Voilà, donc le Gabon a remporté, et l'Algérie, vu l'insécurité, je pense qu'on ne peut pas abriter un tel événement actuellement en Algérie. Oui, on comprend parfaitement. Alors, Mamet Traoré, la stratégie de l'Égypte qui s'est retirée n'a pas été la bonne, hein, justement pour permettre à l'Algérie de l'avoir. Oui, après, est-ce que fondamentalement ils se sont retirés pour que ce soit l'Algérie parce que je pense que l'Égypte aussi a certaines difficultés structurelles. Ça, il faut pas l'oublier. L'Algérie, oui, par rapport à tout ce qui comporte les résultats de l'équipe nationale, le fait que ça fait longtemps le Maghreb n'a pas abrité une CAN, on aurait pu penser que... Et aussi, il y a l'influence qu'on parlait du président de la Fédération de l'Algérie. Mais bon, cette influence-là, on a l'impression qu'il le perd de plus en plus au sein de la CAF. Il y a le problème de sécurité aussi en Algérie qui pose problème. Mais il faut dire que le Gabon aussi, du point de vue diplomatique, du point de vue lobbying, a fait le travail qu'il faut. On sait que les CAN, généralement, ce sont les présidences de la République qui tiennent les ficelles. Et je pense que la présidence gabonaise a vraiment mis son poids pour donner toutes les garanties pour que la CAN 2017 soit tenue au Gabon. Je pense que il y a tous ces facteurs-là qui ont fait que ce pays-là a pu remporter la faveur des pronostics. Noureddine, avant de retrouver Joseph-Antoine Bell, qu'est-ce que vous retenez justement de ce congrès de la CAF ? Surpris et étonnement en même temps. Malheureusement, notre pays, notre continent, il y a quand même, je le rappelle, une cinquantaine de pays. Il y a 3 ans que le Gabon a organisé. Je ne suis pas contre l'attribution, bien sûr, au Gabon, ni pour si on parle de la sécurité en Algérie. Le pays, c'est un pays quand même qui est stable. C'est peut-être l'insécurité autour des stades et surtout la mort des bossés qui est toujours dans les esprits en général. Si on se focalise sur un petit peu l'organisationnel du côté du football et du sport en Algérie. Mais Mamad vient d'évoquer peut-être le lobbying et surtout les coulisses qu'ils ont beaucoup travaillé quand on sait que la décision a été prise pratiquement il y a 2 mois. Même le président de le comité d'organisation en Algérie olympique a déjà déclaré il y a 2 mois que le Gabon est déjà désigné. Donc c'était juste durer le suspense, mais les affaires étaient déjà pliées et notamment vous savez, juste pour finir, c'est que la rue et l'opinion journalistique du côté de l'Algérie grognent autour de la représentativité et surtout de l'impact de monsieur le bras droit de Hayatou, Raourawa, qui a bien sûr suscité beaucoup de remords, beaucoup de questions par rapport à sa gestion de ce dossier et notamment de sa présence au sein de la CAF. Oui, alors je suis obligé de faire intervenir maintenant Joseph-Antoine Bell. Joseph, lorsqu'on entend Noureddine, on a le sentiment que c'est seulement Monsieur Hayatou qui vote seul avec son bras droit et il n'y a pas de comité. Et en fait, c'est une décision collégiale quand même. Donc on ne peut pas montrer du doigt que Monsieur Issa Hayatou pour la décision du Gabon. Oui, je sais que habituellement on dit que Joseph-Antoine Bell dit les choses comme elles sont, il ne sait pas casser un petit peu, et là Noureddine a mis les pieds dans le plat. On a l'impression qu'à la CAF, c'est la vie d'un seul homme qui compte, c'est vrai. Et ça, c'est malheureux pour l'Afrique tout entière, et c'est malheureux pour tous ceux qui sont là, et qui ne sont pas là pour le combattre, mais qui sont là pour l'aider à réfléchir aussi. J'ai entendu ce qu'on dit en Afrique de l'Ouest, et on n'a pas tort. En 2012, on était en Afrique centrale. En 2013, on a été dépanné par l'Afrique du Sud. En 2015, on était en Afrique centrale. En 2017, on sera en Afrique centrale. En 2019, on sera en Afrique centrale. Il fallait bien qu'il y ait un autre cerveau pour attirer l'attention de M. Hayatou sur cette concentration sur l'Afrique centrale. Maintenant, oui, alors, Joseph, je ne suis pas là non plus pour enfoncer l'Algérie, mais est-ce qu'on peut organiser une CAN en Algérie avec l'épée Damoclès sur la tête en permanence et en n'étant pas sûr de la sécurité, alors que le Gabon a déjà montré ses preuves? Attention, je ne défends aucun pays. Non, justement, je vais vous dire quelque chose. Il y avait le Ghana qui était candidat. Et le Ghana voulait trouver quel défaut? Oui, allez-y.
Oui, je demande quel défaut on trouve au Ghana. Alors, oui. Le Ghana était candidat. Oui, on peut effectivement ouvrir un débat là-dessus. Il y a Mohamed qui voudrait dire un petit mot à ce sujet. Mohamed. J'allais juste dire, effectivement, c'est important qu'on équilibre les aires géographiques par rapport à la tenue de la CAN. Ça, c'est très important. Mais pendant un long moment aussi, la CAN, c'est une observation. La CAN avait échappé à l'Afrique centrale. De 92, c'était le Sénégal. 94, c'était la Tunisie. 96, je crois, l'Afrique du Sud. 98, le Burkina. 2000, Nigeria, Ghana, je pense. Et ainsi de suite. 2002 au Mali. Donc, à un moment, il y a eu aussi un grand moment où l'Afrique centrale, aucun pays de l'Afrique centrale n'avait eu la CAN. Merci, Mohamed. Joseph, un tout dernier mot avant de vous quitter. Un tout dernier mot à l'adresse de Mohamed, c'est que précisément dans le foot, nous disons que quand un arbitre fait une faute, il ne faut surtout pas qu'il l'accompagne parce que sinon ça lui fait deux fautes, ça ne fait pas. La deuxième faute pour compenser n'efface pas la première. Ok. En tout cas, merci Joe, et puis on se retrouve bien entendu lundi prochain. Nous allons voir justement ce tirage. Il est content d'aller au Gabon. Oui, tout à fait, Joseph. En tout cas, on a besoin de vous aussi en 2017 et même après en 2019, etc. Merci Joe, et puis on se dit à lundi prochain. Nous allons enchaîner avec, bien sûr, le tirage au sort. Il y a beaucoup de groupes, beaucoup d'équipes. Nous allons les voir au passage. Alors, messieurs, je vais vous demander d'intervenir quand même assez rapidement pour apporter un commentaire sur ce tirage au sort. Morley, est-ce que vous avez jeté un coup d'œil sur ce tirage? Bon, je n'ai pas vu tout. Je pense que j'ai regardé quand même pour la Guinée, la Côte d'Ivoire, tout ça. Non, mais allez-y, apportez vos commentaires parce qu'il faut qu'on gagne du temps. Pour la Guinée, quand nous on joue contre Swaziland, pour le match. Et bon, je pense que dans notre poule, si on arrive à mettre une bonne organisation autour de cette jeune équipe, je pense qu'on peut vraiment se qualifier. Oui. Alors, nous allons enchaîner avec monsieur quelques commentaires. Noureddine, quelques commentaires globalement. Oui, globalement. Même quand on voit les tableaux sur nos écrans. Quand on voit, en général, les gros cylindrés, ils n'auront pas beaucoup de mal, à part 2-3 groupes. Là où il y a peut-être le groupe du Mali, j'ai vu le groupe du Maroc avec le Cap-Vert. Et surtout aussi le Nigeria, je pense, avec l'Égypte. C'est des groupes où il faut plus d'attention. Mais quand on voit d'autres groupes, pratiquement, si je parle bien sûr du premier équipe africaine actuellement, l'Algérie, ça devrait, avec tout le respect envers tout le monde, mais ça devrait passer comme une lettre à la poste, puisque le groupe il est vraiment à la portée de certaines grosses écuries africaines. Oui, alors, Mohamed, vous? Il y a des groupes au Nigeria, Égypte, Côte d'Ivoire, Gabon, ça va être des groupes très très compliqués à jouer. Et le groupe du Mali aussi avec le Sud-Soudan qui découvre, je pense, la compétition africaine. Et le Bénin aussi, ça va pas être facile pour le Mali. Normalement, le Mali est favori dans son groupe, mais chaque fois que le Mali est favori, en même temps, ils ont des difficultés pendant leur match. Donc, ça va être des matchs très difficiles à gérer. Mais bon, je pense que la fédération rectifiera les erreurs du passé pour pouvoir mettre l'équipe dans les bonnes conditions, surtout pendant les voyages à l'extérieur. Tout à fait. Avant de voir un portrait de M. Issa Yatou, nous résignons un dernier mot. En 2 mots, c'est que j'ai pas été content d'intégrer aussi le pays organisateur. Aussi, on va copier de ce que fait l'UEFA ailleurs. Il faut avoir une certaine indépendance, une certaine crédibilité dans notre football. Pourquoi on est obligé de refaire ce que la France est en train de faire dans son groupe? Nous aussi, on a intégré le pays organisateur. Oh, d'accord. Oui, je n'ai pas de colère. Ça arrive souvent. C'est pas aussi de la CAF, qui est Issa Yatou justement. Pour certains, il est contesté, pour d'autres, il est apprécié. Son portrait dans ce sujet de la rédaction. À 68 ans, le Camerounais Issa Yatou dirige la CAF, Confédération africaine de football. Investi à la tête de l'organisation panafricaine depuis 1987, l'homme a su révolutionner le foot africain. Ligue des champions, Coupe de la Confédération, entre autres, sont aujourd'hui des exemples éloquents. Autre cas d'école, la Coupe d'Afrique des Nations CAN est passée de 8 à 12 équipes en 1992, puis à 16 équipes 4 ans plus tard. Le président Issa Yatou, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'il dirige la CAF, donc tout ce qui est fait
dans cette institution-là est collé à son image. La première chose qu'il a apporté à cette CAF-là, c'est d'avoir donné une personnalité à cette structure panafricaine. Ce qu'elle a amené comme réforme, c'est d'abord faire en sorte que la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, soit un événement qui compte dans le calendrier international aujourd'hui. Il y a aussi l'organisation des compétitions des jeunes. C'est-à-dire les Coupes d'Afrique des moins de 20 ans, des moins de 17 ans, qui permet à la jeunesse africaine de se retrouver pour un tournoi et de permettre à l'Afrique de pouvoir compétir sur le plan mondial. Sous son mandat de président de la CAF, Issa Hayatou a réussi à obtenir pour le continent 5 places en phase finale de Coupe du Monde. En 2010, il réussit le pari en organisant une Coupe du Monde en Afrique du Sud avec 6 équipes africaines. Mais des défis restent à relever pour rendre le foot africain plus compétitif. Pour résumer un peu les griefs reprochés souvent à Issa Hayatou, c'est notamment la corruption dans l'arbitrage africain qui est pointée du doigt dans la gestion de la CAF par Issa Hayatou. On reproche également à Issa Hayatou son habileté à vouloir rester à la tête de la CAF. Donc voilà un peu les zones d'ombre que les détracteurs de Issa Hayatou utilisent pour le déstabiliser. Mais comme je l'ai dit tantôt, Issa Hayatou a été également un très très grand homme. La réussite d'autres compétitions locales comme la CAN des moins de 17 ans, de 20 ans et de la CHAN sont aussi à mettre à l'actif du natif de Garoua au nord du Cameroun. Le 9 mars dernier, Issa Hayatou obtient en marge de la CAN des moins de 20 ans le trophée de Panthéon de la gloire du sport africain à Dakar, au Sénégal. Voilà, nous sommes obligés d'aller très vite maintenant. L'heure de la retraite internationale a sonné pour 2 grands joueurs de l'équipe nationale de football de la Côte d'Ivoire, le gardien Kopa Barry et le défenseur Kolo Touré, qui ont en effet annoncé leur retraite après le sacre de la CAN 2015. Ils ont néanmoins été convoqués par les 2, ou plutôt pour les 2 derniers matchs amicaux des éléphants. Pour l'entraîneur Hervé Renard. Alors, pour que le public, bien sûr, puisse leur rendre un dernier hommage. Je vous propose de regarder ce reportage. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont disputé 2 matchs amicaux les 26 et 29 mars à Abidjan. Le gardien Kopa Barry et le défenseur Kolo Touré ont été convoqués mais n'ont pas joué. L'entraîneur Hervé Renard les a appelés pour qu'ils puissent recevoir une dernière fois l'hommage des supporters ivoiriens. Ces 2 joueurs ont en effet pris leur retraite internationale après la victoire des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2015. J'aimerais rendre un hommage particulier à Kopa Barry, qui a eu un état d'esprit exceptionnel, malgré le fait d'être numéro 2 pour la Coupe d'Afrique. Et quand le moment opportun est venu, quand il a fallu faire appel à lui, il a répondu de la meilleure des manières. Il a réussi à donner un titre continental à son pays. Et puis, ça fait 16 ans que j'entraîne, je crois. Je ne sais pas si j'ai déjà eu un joueur comme Kolo Touré avec un état d'esprit exceptionnel comme lui. Hervé Renard a également souhaité que Kolo Touré devienne entraîneur après la fin de sa carrière de footballeur pour un jour être le coach de l'équipe nationale. Ce dernier est ravi de cette marque de confiance. Il est surtout reconnaissant pour avoir pu remporter la CAN. J'ai fait 13 ou 15 ans en équipe nationale de Côte d'Ivoire et j'ai toujours voulu gagner. C'est vrai que ça s'est fait à la fin. C'est un goût de bonheur parce que je me dis que quand tu arrêtes ton dernier match de l'équipe nationale à une finale où tu as remporté, il n'y a rien de tel. Donc c'est avec beaucoup de regrets mais en même temps avec beaucoup de joie que je quitte cette équipe nationale. Ne pas gagner une CAN, ça va être comme si j'avais jamais fait de carrière. Aujourd'hui, je suis tellement fier, et c'est le trophée le plus important de ma vie. Kolo Touré totalise 114 sélections en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Kopa Barry a lui porté 97 fois le maillot des éléphants. Ils ont remporté la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Voilà, avant de passer à Morley Silla, pour parler de la Guinée, messieurs, je vais vous demander tous les deux d'être très courts sur le sujet. Cette retraite, tout d'abord Noureddine. Hautement mérité pour le gardien. Et
cette série de pénaltys qui reste quand même dans les annales du football africain. Pour Kolo, il y a beaucoup de joueurs qui sont revenus sur leur retraite et je l'espère et je l'attends parce qu'il est pétri de qualité technique et mentale et il donne beaucoup à son club en Angleterre. Et il peut encore donner à son équipe pour une passation peut-être de pouvoir. Sa sortie, il est honorable, je pense, mais c'est un grand joueur. Ouais, on est obligé d'aller très vite. Mohamed, un dernier mot. Deux grands joueurs du football ivoirien. Il ne faut pas oublier, ils ont été formés à l'Académie ASEC Mimosa, l'un des premiers centres de formation de ce pays qui a fourni des grands joueurs. Il ne faut pas l'oublier. On les a beaucoup, enfin, entre guillemets, insultés, la génération de l'ASEC. Mais ça prouve que voilà, le football, tout peut arriver. Et bravo à eux pour leur carrière. Ok, nous arrivons à la Guinée-Conakry. Luis Fernandez a été appelé pour entraîner justement votre pays. C'est un bon choix, M. Maurice-Silla? Bon, c'est un bon choix. Vu le parcours footballistique de monsieur, je pense qu'il mérite d'être vraiment respecté. Mais je pense que ce choix-là, ce n'est pas fini d'abord. C'est pas fini parce que... Où on en est dans notre dossier? C'est ce que j'ai dit, il a été invité à Conakry, il a été présenté aux autorités et tout ça, il est revenu. Mais je pense que ce qu'il a demandé comme doléance, je pense que c'est un peu difficile pour moi. Il demande beaucoup d'argent? Bon, c'est pas question d'argent, mais plutôt... les conditions de travail. Voilà, les conditions de travail. Il veut rester à Paris. Il veut rester à Paris. Ou bien ça se fait entraîner depuis un pays et des joueurs? Bon, c'est un peu compliqué, cette affaire-là. Donc, de toute façon, il demande afin qu'un studio parallèle soit installé en Guinée pour qu'il puisse vraiment faire ses missions aussi et tout ça. Je sais que je dis c'est un peu compliqué. Bon, là, la décision finale revient aux autorités sportives guinéennes. Donc, tiens, Morley, on va écouter un de vos potes, mon ancien de Cannes et de Paris Saint-Germain, c'est Amara Simba, qui devrait travailler avec lui. Qu'en pense Amara Simba, justement? Le fait que lui s'intéresse à la Guinée ou la Guinée s'intéresse à lui, c'est quand même un entraîneur qui a quand même gagné la Coupe des Coupes avec PSG, qui a entraîné en Espagne, qui a entraîné Paris, on revient là-dessus. Donc il y a une certaine expérience. Je pense que son expérience-là peut apporter un plus par rapport à ce qui se faisait avant, tout en sachant qu'il y a un super bon petit groupe qui est là. Parce que quand on va en quart de finale, c'est qu'on a quand même des éléments qui vont avec. Et le plus, c'est le changement d'entraîneur. Peut-être ça va apporter un peu son expérience, qui est pour moi intéressant et important. Il a fait ses preuves quand même à un certain niveau. Alors, toute l'Afrique vous regarde, Morley. Je vais être précis dans ma question. Oui. Est-ce que c'est le bon choix, Luis Fernandez? Moi, à mon avis, avec les conditions qu'il pose là, bien qu'il a beaucoup d'expérience, mais je pense que ce sera un peu difficile pour la Guinée qu'on puisse retenir sa candidature. C'est un très bon choix, footballistiquement, mais il y a d'autres aspects aussi qu'on ne peut pas vraiment retenir à sa candidature. Merci beaucoup. Mohamed, je vais vous demander d'être bref. Souleymane Diawara a été placé à l'isolement à la prison des Baumettes en France, à Marseille. Ce sale coup pour l'ancien Bordelais, l'ancien Marseillais, Sénégalais. Oui, bon, il s'est mis dans des difficultés, donc je pense que c'est injusticiable comme tout le monde, même si c'est un footballeur. Malheureusement, il se retrouve dans un fait divers et voilà, c'est la justice qui va faire son travail. Mais ce n'est pas une belle publicité pour lui ni pour le football. Tout à fait. Et puis maintenant, ce sera Noureddine de nous dire ce qu'il pense de cette décision dans le cadre de la célébration de la Journée internationale. Vous allez voir des images d'ailleurs du sport, service et développement de la paix. Le 7 avril à l'UNESCO, justement, avec le club de football d'Al Hilal, Saudi, a signé un accord de partenariat pour une durée de 3 ans. Vous allez voir justement les images de ce club. Cet accord a pour objectif de démontrer que le sport est un outil essentiel à l'édification d'un monde pacifique. Noureddine, c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose venant d'un club saoudien de l'Arabie saoudite. Ils sont peut-être dans une certaine campagne, une certaine politique de donner une autre image du football déjà dans ce pays-là qui, comme vous le savez, même si il a participé en Coupe du Monde, il y a des clubs qui sont vraiment illustrés dans la Coupe d'Asie. Mais sur l'aspect intérieur, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi, malgré tous les moyens qu'on peut octroyer à ce pays-là. Oui, vous gardez la parole parce que vous savez qu'il va se passer quelque chose au Maroc, sur les plages.
marocaine avec le beach soccer. Et non, c'est pas au Maroc, c'est aux Seychelles. Et le Maroc, justement, va y participer. Et en groupe A, il y aura le Nigeria, l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Et puis le Sénégal en groupe B avec justement le Maroc. Je ne sais pas pourquoi je dis au Maroc, mais en tout cas, le Maroc va être dans le groupe du Sénégal, le Ghana et Madagascar. Justement, je voulais vous faire rebondir sur le Maroc. Vous pensez qu'ils sont très bons en beach soccer, les Marocains? Ils ont une bonne équipe parce que c'est lui qui prenait les rênes de ce football, de ce sport-là. C'est un certain international que notre ami se rappelle très bien, c'est Mustapha El Hadaoui. C'est lui qui a donné un nouveau air à ce football-là. C'est vrai que bon, peut-être on va piquer Luis Fernandez à la Guinée pour qu'il coach. C'est à voir, tiens, pourquoi pas. En tout cas, on se retrouve tout à l'heure après la pause pour la deuxième partie de cette émission. Nous parlerons de la Mauritanie et nous garderons Morley Sylla avec nous, l'ancien pro guinéen. À tout de suite.